Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire le débrief de l'étape numéro 19. En penultième étape de ce Tour de France, juste avant l'étape numéro 20, qui sera le contre-la-montre à la plongée Bellefille, et l'étape numéro 21 qui nous emmènera aux Champs-Élysées. C'était une étape vraiment de transition. On allait traverser l'Ain puis le Jura, étape techniquement considérée pour les sprinteurs, mais qui pouvait permettre à des baroudeurs de s'imposer, à des costauds de s'imposer, parce que le parcours était quand même pas mal vallonné. Je crois qu'on avait quasiment 2200 mètres de dénivelé positif, surtout concentré, on va dire, dans les 80 derniers kilomètres. Donc ce n'était pas forcément une étape si facile que ça. En plus, après la traversée des Alpes, on ne savait pas si les sprinteurs allaient bien digérer toute cette traversée des Alpes. La lumière qui clignote, la spécialité de la chaîne. On se retrouve donc pour parler, bien entendu, on fera le bilan des Français, on fera les coureurs au top, il y aura même l'habillage, contrairement à d'habitude, mais on va commencer tout de suite par le résumé de l'étape, où ça commence au bout de 4-5 km. Alors, on avait déjà eu une attaque avec 3-4 coureurs, mais qui est reprise assez vite. Et puis ensuite, on a une attaque de Rémi Cavagna. Rémi Cavagna qui va s'échapper. Derrière, vous avez l'attaque d'un groupe de poursuivants avec notamment Guillaume Martin, Dylan Van Baarle, Cyril Bart. Martin, au bout d'une quinzaine de kilomètres, décide de re-rentrer dans le peloton, décide d'arrêter son attaque parce qu'il pensait que ça pouvait freiner le contre. Mais en fait, Bart et Van Baarle ne rentreront jamais sur Rémi Cavagna et vont être écœurés par le Français qui aura au maximum 3 minutes avec une première heure de course à plus de 51 à l'heure, une étape qui s'est fait à 46,2 km/h, ce qui est quand même assez important comme rythme. Peut-être que la lumière va s'arrêter. Je vais peut-être arrêter la lumière au bout d'un moment. On va arrêter la lumière. Rapidos. Voilà, parce que sinon ça va m'embêter. Donc j'en continue avec ce résumé. À 50 km de l'arrivée, on a Cosnefroy et Roland qui relancent le rythme et qui attaquent. Ensuite avec Luc Rove, le coureur de l'équipe Ineos. Entre-temps, on a eu le sprint intermédiaire. On aura le sprint intermédiaire après en fait ces attaques. Je suis en train de me rappeler. Bennett passe devant Sagan. Il y a beaucoup d'attaques. On aura Pierre-Luc Périchon, mais il y a énormément d'attaques. À 34 km de l'arrivée, le peloton est regroupé, mais en fait pas pour très longtemps parce qu'on va avoir une nouvelle attaque et c'est l'échappée du jour, on va dire, avec Van Avermaet, Kragh Andersen, Oliver Nezen, Jesper Stuyven, Matteo Trentin, Jack Bauer, Peter Sagan, Luca Mesgeek, Dries de Venins, Niklas Arndt, Luc Rove et Sam Bennett. Et puis à 15 km de l'arrivée, dans une petite montée, il faut savoir que c'était la dernière montée quasiment de la journée, vous avez Trentin qui tente de se débarrasser de Bennett et de Sagan. Et puis en fait, il va y avoir un compte de Kragh Andersen et il va s'envoler tout seul. Et il va prendre très rapidement 30 secondes d'avance parce que derrière, ça se regarde et que l'entente dans cette échappée All-Star n'était pas exceptionnelle. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus aujourd'hui, moi j'ai voulu quand même saluer le travail de Rémi Cavagna en tête, surtout l'attaque de Rémi Cavagna. Je reparlerai ensuite de sa stratégie que j'ai trouvé un peu moins intelligente, mais Cavagna, c'est bien d'attaquer sur ce type d'étape. Il fait quand même un beau Tour de France, je trouve. Il fait de toute manière une bonne saison avant le confinement, mais même depuis le déconfinement, champion de France, vice-champion d'Europe du contre-la-montre, mais également il a été intéressant dans sa manière de travailler, que ça soit pour Bennett ou que ça soit également pour Julien Alaphilippe par exemple sur l'étape de Nice. Rémi Cavagna aujourd'hui il attaque, bon c'est bien, je trouve que c'est une bonne chose, il a fait un sacré numéro également, mais en fait en y réfléchissant de plus près, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intelligent d'attendre les 2-3 coureurs qui étaient avec lui, au moins Cyril Bart et Van Baarle, parce que certes il nous a fait un sacré numéro, mais on a senti tout de suite que ça n'irait pas au bout. Alors je me suis même posé la question jusqu'à tel point il n'avait pas fait ça
de partir seul sans aucun coureur et faire peur aux autres équipes, parce qu'on sait que c'est un coureur qui est comme Tony Martin. On se souvient de Tony Martin quand il partait dans les échappées, à la grande époque de Tony Martin, le Tony Martin chez Omega Pharma. On savait que quand il était dans une échappée, il pouvait tenir le peloton seul. Je me souviens d'une étape sur la Vuelta, une étape qui faisait 160 km, où il avait fait 154 km seul, et à un moment, le peloton avait 4 minutes de retard, et le peloton roulait à fond, mais n'arrivait pas à revenir. Et l'étape s'était fait à 55 de moyenne. Le rythme avait été démentiel pendant toute la journée, parce qu'on savait que c'était Trentin. C'était ce coureur-là, et qu'il fallait pas... et qu'il fallait surtout pas le laisser partir. Et bien Cavana, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il fait peur au peloton quand il part en échappée, parce qu'on connaît ses capacités, et donc derrière le peloton se dit, et surtout la Bora s'est dit, faut pas qu'on lui laisse plus de 2 minutes d'avance, 3 minutes quoi. Donc dès qu'il a atteint les 3 minutes, ils ont commencé à rouler, ils ont roulé quand même pas mal fort, ils sont revenus assez vite à 1,30, et puis après l'écart s'est un peu stabilisé aux alentours de 1,30, mais à 80, même 75 km de l'arrivée, il n'y avait déjà plus qu'une minute. Au sprint intermédiaire, on était à la minute, c'était stabilisé. Mais en fait, je me suis dit jusqu'à quel point c'était pas pour relancer la course, et surtout pour qu'il y ait des gens qui s'intercalent au niveau du sprint intermédiaire, et donc Sagan prenne pas de secondes. Je me suis dit jusqu'à tel point ça n'avait pas été fait exprès par Radekoninck. Si c'est fait exprès par Radekoninck, chapeau. Mais de toute manière, Cavagna, on sent que les jambes sont là pour les championnats du monde. On va peut-être avoir un nouveau Français sur le podium, parce que je pense pas qu'il sera vainqueur du contre-la-montre, mais c'est bien d'avoir un Français qui est capable de faire top 5 ou moins top 6 d'un chrono. Et puis on voit qu'il a progressé dans sa gestion de l'effort, parce qu'à une époque c'était un coureur qui roulait très très fort tout de suite, puis qui avait du mal à tenir les fins de journée. Et là, il a quand même progressé, parce qu'il n'a pas fait de mauvaise journée. Du côté des flops, la Total, Direct Energy avec Bonifacio, mais pas seulement Bonifacio. Certes, Bonifacio, il n'est pas en très grande forme, mais bon, je pense qu'il n'est pas en très grande forme depuis les Pyrénées, en fait. Il a eu 2-3 jours très intéressants en début de Tour de France, puis depuis, c'est un petit peu compliqué pour Bonifacio. Alors, c'est vrai qu'il est décevant parce qu'on l'attendait un peu mieux, mais quand tu vois les lanceurs, bon, certes, il y a Geoffrey Soupe, mais ça manque d'Adrien Petit, de Thomas Bouda et même d'un Julien Simon, qui aurait pu faire un train pour Bonifacio si on s'était concentré que sur Bonifacio et pas à jouer les étapes, à faire un peu tout et n'importe quoi, à courir 150 lièvres à la fois et au final faire pas grand chose d'intéressant sur le Tour de France, parce que pour moi l'équipe la plus faible sur ce Tour de France a été la Total. Certes, Bonifacio, il se fait lâcher, mais normalement t'as Anthony Turgis. Anthony Turgis, il doit être dans l'échappée qui part avec Craig Anderson et Nason. Tu vas pas me faire croire que Craig Anderson il est 10 000 fois meilleur qu'Anthony Turgis. Certes, il est un peu meilleur, mais la différence c'est pas énorme. Pour moi, Turgis, il est capable de suivre des mecs comme Luc Robeux. Et c'est son objectif de carrière. Donc s'il n'est pas capable de suivre une échappée comme ça, qu'on s'est aperçu assez vite que ça allait partir, dans ce cas-là, il faut changer de métier. Non, mais ça s'appelle avoir un petit peu d'intelligence de course, quoi. Et là, il n'en a pas eu, je trouve, Turgis. À un moment, il était en tête de peloton, on se demandait ce qu'il branlait en plus, alors que le peloton avait 3 minutes de retard, que même la Lotto avait décidé d'arrêter de rouler. Il aurait peut-être même fallu aider les Lottos à ce moment-là, rouler du côté de la Total. Mais bon, ils ont raté énormément de fois le coche, ils ont raté énormément de fois la bonne échappée, et le Tour de France de la Total Direct Energy cette année est très mauvais. Déjà l'année dernière, il n'avait pas été bon. Ça fait quand même depuis 2-3 ans que je trouve que le Tour de France de cette équipe, les Tours de France de cette équipe ne sont pas terribles. Depuis la victoire de Calmejane, qui, quand on se dit après coup, c'était presque une victoire surprise quand on voit sa carrière derrière. Mais depuis l'équipe Bonjour, je crois que c'est leur pire Tour de France. Vraiment, une structure de Jean-René Bernaudot, je pense que c'est la pire Tour de France, et c'est quand même décevant parce que ils n'ont pas un budget 10 fois inférieur à la Sunweb, et l'effectif au départ de ce Tour de France de l'effectif de la Sunweb n'était pas 10 000 fois meilleur que celui de la Total. La Sunweb a 3 victoires d'étape, la Total Direct Energy en a 0. Il y a un moment, il faut se remettre en question également du côté de la direction sportive. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, j'aurais peu de choses à dire, donc on va aller vite. Je commence avec Søren Kragh Anders. Quelle étape encore, quelle victoire, quelle science de la course
pour Søren Kragh Andersen. Pourquoi quelle science de la course? Parce que ça soit à Lyon ou cette victoire-là, il attaque au bon moment. Il attaque au bon moment. À Lyon, quand il attaque, le peloton vient de faire un gros effort pour revenir sur Alaphilippe et les multiples attaques qu'il y avait eu au col de la Croix-Rousse. Ce qui fait que tout le monde a besoin de respirer, de souffler, et il attaque à ce moment-là, et il sait qu'en plus c'est dans une descente et qu'on ne le reverra pas jusqu'à l'arrivée. Là aujourd'hui, même chose, il attaque dans la dernière côte de la journée. Si vous regardez le profil de l'étape, là où il attaque, c'est le point le plus haut à environ 10-15 km de l'arrivée. Et ensuite, ça descendait pendant les 15 derniers kilomètres vers Champagnole, à part les 2-3 derniers kilomètres qui étaient plats. Là, il attaque encore au bon moment en termes de topologie de parcours, mais il attaque au bon moment en termes de situation de course, parce que Trentin attaque et qu'on sent que tout le monde a besoin de souffler parce que Trentin a fait une grosse attaque. Et tout le monde se regarde derrière. Et un coureur comme Kragh Andersen, vous lui laissez 200 mètres d'avance, c'est mort. Il y a Paris-Tours, mais là aussi, ces 2 victoires-là, mais dans beaucoup de victoires de sa carrière, Kragh Andersen, on lui a laissé 200 mètres. Il ne faut pas lui laisser 200 mètres. Mais il a quand même une science de la course qui est assez formidable. Et il a peut-être une science de la course, je me posais cette question, parce qu'il a une bonne résistance à l'acide lactique, et qu'il arrive à faire des efforts assez importants et prolongés, et qu'il doit avoir un souffle intéressant, où il doit y avoir quelque chose au niveau physiologique chez Kragh Andersen, parce que à chaque fois, il arrive à sortir à un moment où les autres ont besoin de souffler, et lui, on a l'impression qu'il n'a pas besoin de souffler. Donc je me pose la question, sur qu'au niveau physiologique, lui doit avoir quelque chose en plus. Kragh Andersen, il doit être très très fort. Je mets au top également la Jumbo-Visma. Pourquoi la Jumbo-Visma? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas roulé. La Bora a encore contrôlé l'étape pendant une grande partie de la journée, et une veille de contre-la-montre. C'est pas mal de rester un petit peu au calme, surtout dans une étape qui se roule à 46 à l'heure. Donc en fait, ils ont contrôlé qu'en fin de journée, et en fin de journée, ils ont contrôlé, mais même pas énormément en fait, parce que il y avait... c'était surtout pour que leur leader soit devant. Ils ont roulé juste au moment où il y a eu la chute de Uran et Sicard, mais sinon ils ont quasiment pas roulé de la journée, donc encore une très bonne journée d'économie pour la Jumbo, et on s'aperçoit que sur ce Tour de France, ils ont quand même très peu contrôlé. C'est-à-dire en ayant pris le maillot quand même assez tôt, parce qu'ils prennent le maillot à l'étape numéro 9, sur les 12 étapes après, ils ont dû en contrôler 1 ou 2. Ils n'ont vraiment pas contrôlé beaucoup d'étapes. Et ça, c'est aussi un peu de l'intelligence. Puis je finis avec les coureurs au top avec Sam Bennett. Pourquoi? Parce qu'il remporte le sprint intermédiaire. Il bat également Sagan au moment du sprint à l'arrivée. Et il a tout fait pour que Sagan ne lui reprenne pas des points aujourd'hui. Et là, bon, à part grosse défaillance de Bennett aux Champs-Élysées, et à part si Sagan arrive à faire 2 sprints fantastiques aux Champs-Élysées et qui prenait des points également au contre-la-montre de moins au niveau des sprinteurs, ça semble très complexe pour qu'il remporte ce maillot vert. Sagan, et ça sera la première fois qu'il arrivera à l'arrivée de ce d'un Tour de France et qu'il n'aura pas le maillot vert, et il n'a pas gagné d'étape non plus, ce qui est assez rare pour Sagan quand même. Mais là, il a eu un tour complexe. Mais Sam Bennett, il a été très intelligent. Il a su gérer ses points faibles également. C'est voilà, les étapes de montagne, par exemple à Puy-Marie, où il n'était pas top. Alors après, certains diront qu'il a peut-être été aidé dans les groupes Eto. Très clairement, moi encore, je suis dans la logique du pas vu, pas pris, et puis dans la logique de s'il n'y a pas de preuves, on n'accuse pas. On peut émettre des doutes, mais on n'accuse pas. On peut émettre les doutes de oui, il aurait été aidé. Pour moi, ça me semble quand même compliqué, parce que s'il était vraiment dans le groupe Eto, s'il est dans un groupe derrière le groupe Eto, oui. Mais quand vous êtes vraiment dans le groupe Eto, non. C'est très difficile de se faire aider sans que ça soit vu par les autres équipes. Et en plus, comme vous savez que ça peut être vu par les autres équipes, bah vous le faites pas. Parce que vous savez que vous allez être balancé. Donc j'ai quand même des doutes sur cette théorie de il aurait été aidé dans les groupes Eto, et de toute manière, tant qu'il n'y a pas de preuves, pour moi, les accusations les accusations de pénalité où on dit oh il y a fraude, non, ça peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de preuves. Si vous avez des preuves en images, d'accord, je veux bien les voir. Mais je suis pas sûr que vous en ayez. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on va aller assez vite parce qu'on est déjà à un quart d'heure de vidéo. Je commence avec Peter Sagan, encore raté.
Et il a quand même extrêmement mal manœuvré cette année Sagan sur le Tour de France. Entre les 3 étapes où il a fait rouler son équipe et il n'a pas été capable de les gagner. Même sur certains sprints où il s'est fait enfermer comme un bleu. L'étape de Lyon, il aurait dû être plus intelligent, il n'aurait pas dû laisser partir Craig Anderson. Il aurait même dû peut-être se mettre dans la route Craig Anderson. L'étape d'aujourd'hui, il aurait dû rouler dès que Craig Anderson était parti. Il savait qu'il allait avoir la pancarte aujourd'hui, donc si tu as la pancarte... Enfin là, de toute manière, si Craig Anderson gagnait et que lui il était deuxième, de toute manière, il prenait que 30 points et pas 50. Donc il perdait 20 points. Et quand tu vois l'écart qu'il y a au classement, il fallait mieux qu'il ait ces 20 points. Donc il aurait dû rouler. Et puis surtout, il n'aurait pas dû être seul dans ce groupe-là. Il n'aurait pas dû se retrouver seul. Donc ça a été mal géré à chaque fois par son équipe, mais aussi par lui. Je trouve qu'il a très très mal manœuvré cette année sur le Tour de France. Donc flop encore sur cette étape parce que pour moi, c'est le grand perdant du jour au niveau du maillot vert. Caleb Ewan, il est fatigué, très fatigué. Je trouve, je l'ai mis pourtant parmi mes favoris pour l'étape des Champs-Élysées parce qu'il faut savoir que j'ai fait déjà la présentation de l'étape des Champs-Élysées que vous aurez dimanche à 7h30, je l'ai fait ce matin. Oui, comme j'avais pas vu l'étape aujourd'hui, des fois il n'y a pas de chance au niveau des pronostics. Je pense que ça sera compliqué pour les Champs-Élysées parce qu'il est cramé. Caleb Ewan, j'ai l'impression que physiquement il est cuit. Et puis Rigoberto Urán, parce qu'encore une chute aujourd'hui et que certes on a l'impression comme ça que c'est pas une chute avec gravité, mais la veille d'un grand moment comme le contre-la-montre, alors je pense pour moi qu'il est très très fatigué. C'est quand même pas l'idéal. Une chute à la veille d'un moment important, c'est quand même pas le top pour surtout en 3e semaine des Tour de France. Donc je pense que ça aura des conséquences demain sur Rigoberto Urán. Demain, donc contre la montre, Lure, Planche des Belles Filles, et puis dimanche, donc les Champs-Élysées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!